À l'occasion de l'édition 2022 du Marathon des mots à Toulouse, une rencontre croisée était organisée à la librairie Ombre Blanche avec les jeunes auteurs Matteo Ascaripour, irano-jamaïcain, et Antonio Dikele Di Stefano, né en Italie de parents angolais. Ils y présentaient pour le premier Buck et moi, édité chez Buchet-Chastel, et pour le second Invisible, chez Liana Lévy. Bonne écoute! Bonjour et merci d'être aussi nombreux pour cette rencontre du Marathon des mots. On est ravis d'accueillir Matteo Ascaripour pour son livre Buck et moi et Antonio Dikele Di Stefano pour son livre Invisible. Et merci également à Antonella et à Benoît d'assurer tous les deux la traduction. On est très nombreux sur scène aujourd'hui. Voilà. On va essayer de rendre ça le plus fluide possible pour tout le monde. Pour commencer, j'aime bien de toute façon faire travailler les auteurs parce que vous êtes là pour les écouter parler eux. Donc je sais que pendant le marathon des mots, souvent dans l'audience, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu le livre. Donc pour commencer, est-ce que chacun de vous pourrait présenter son livre ? Oh wow. Il mio romanzo si chiama Non ho mai avuto la mia età, in italiano, ed è la storia di un ragazzo che impara che nella vita ci sono tante forme di diversità, no? Spesso in Italia quando si parla di diversità come se fosse un'unica cosa. Invece la diversità è un insieme di cose, c'è tanta diversità nella diversità. E questa cosa può essere d'aiuto anche a chi incontra la diversità per imparare a conoscerla, no? Ne parlavamo anche prima, si tende a dire Africa, africano, afro, nero, come se fosse un'unica cosa. Quando invece poi se tu vai ad indagare ci sono tantissime cose, no? Come dire francese. Quindi questo romanzo racconta la storia di un ragazzo che nella sua vita e negli anni che lo portano poi a diventare grande impara a conoscere tutte le diversità nella diversità. E del quartiere in cui è cresciuto, è riassunto nel fatto che se tu cresci in un mare di fango, puoi anche non muoverti, ma che ti sporcherai comunque. Alors, je vais donc traduire. Donc, mon roman raconte que l'histoire d'un garçon qui évolue, grandit dans un quartier. C'est l'histoire entre ses 9 ans jusqu'à ses 18 ans. Et qu'il apprend, en fait, que dans la vie, il y a plusieurs diversités. On a toujours l'idée, au moins en Italie, que la diversité est une seule. Et en fait, non, il y a un ensemble de différences. Et connaître les différences, connaître qu'il y a plusieurs différences, c'est un aide aussi pour que ceux qui rencontrent ces différences. Par exemple, on a l'habitude de dire Afrique, africain, noir, afro, comme voilà, si c'était un seul pays, quand en fait à l'intérieur de l'Afrique, il y a plusieurs choses très très différentes. Donc c'est l'histoire de ce garçon qui grandit dans un quartier difficile et une phrase qui revient souvent dans le roman, c'est que quand on grandit dans la fange, tôt ou tard, on va se salir. Okay. Bonjour Toulouse. Bonjour. So, Buck et moi is about a young black man named Darren. He's living in Brooklyn. He has a loving mother, a caring girlfriend, a supportive best friend. And Darren is also working in Manhattan. One day, the CEO, suave, good-looking white guy comes in, sort of like my friend right here. And he says, give me my regular drink, right? Darren's working at Starbucks. Darren says no, and he sells him on another drink. This man says, wow, you can sell. Come join my elite sales team at my startup company. Entreprise, right? Technology. And Darren goes in there, and he says, okay, I'll join. But he finds out he's not the only black salesperson there. He's the only black person in the whole company. So he goes through hell and back to make it to the top. Once he's there, he has power, status, money. But he says, hold up, I don't want to be the token black guy. I don't want to be the only one.
So he hatches a plan to help other people of color infiltrate these tech startup sales teams, redefining what it means to be a minority in the workplace. Bon. Donc l'histoire de Darren. Darren est un noir de Brooklyn qui a une mère aimante, un meilleur ami. Il vit avec sa mère, chez sa mère. Tout se passe très bien pour lui. Il travaille dans un Starbucks à Manhattan. Et tous les matins, il sert à peu près la même boisson aux mêmes gens, dont ce cadre dynamique qui lui demande sa boisson habituelle. Et ce jour-là, Darren dit non. Il refuse de lui servir ce que le gars veut et il le force quasiment. Il l'invite à choisir une autre boisson et le gars dit « waouh ». Au lieu de le jeter, il dit « waouh, c'était super et toi, tu es un vendeur, toi, tu sais vendre. Je te veux dans mon équipe de rêve de vendeurs ». Et il l'emmène dans sa start-up dans Manhattan et il l'embauche. Et Darren gravit les échelons et obtient pouvoir, statut, argent et s'aperçoit que non seulement il est le seul vendeur black, noir dans l'équipe, mais il est le seul noir de l'entreprise. Et donc il va commencer à se dire, ben non, moi je veux que d'autres noirs rentrent dans l'entreprise. Et il va manipuler, il va manigancer de façon à ce que d'autres noirs infiltrent la compagnie. Merci donc d'avoir fait le travail à ma place. Vos deux romans sont incarnés par donc chacun un personnage très très fort. Il y a plein de personnages secondaires qui gravitent autour. Et ce sont deux romans qui sont de manière générale très, très habités. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a un narrateur à chaque fois qui parle à la première personne et qui constitue quand même le sel du roman. Comment est-ce que vous avez trouvé ce personnage principal et comment est-ce que vous avez trouvé également quelle voix lui donner ? Parce qu'encore une fois, donc, c'est un personnage qui parle en son nom propre. Et ils ont, alors, chacun dans un genre très très différent, une voix assez singulière. Ma quando ho iniziato a lavorare a questo romanzo era un periodo in cui non riuscivo a mettere giù delle storie che potessero interessarmi, no? Spesso noi persone abbiamo la convinzione di conoscere le persone che abbiamo vicino semplicemente perché le abbiamo avute vicino per tanto tempo. E non è così, no? Io non so tantissime cose di mia sorella, non so tantissime cose dei miei migliori amici. E allora ho iniziato a fare delle domande, a porre dei quesiti, a chiedergli ma tu che cosa pensi di questo, come ti trovi in Italia, cosa vorresti della tua vita, eccetera, eccetera. E da lì, in base alle grazie alle loro risposte, ho iniziato a pensare ai personaggi di questo libro, no? Perché erano persone che non erano mai state raccontate. Quindi quando mi si chiede se questa storia è una storia autobiografica, io dico sempre al 50%, poi c'è un 50% di tutte altre storie. Poi la prima persona, io scrivo con la prima persona perché non so scrivere in altri modi. Cioè io non so fare scrivere in altri modi, sono autodidatta, ho iniziato a scrivere da solo e sto ancora imparando, quindi lo faccio semplicemente perché è l'unica cosa che so fare. Alors, quand j'ai commencé à travailler ce roman, j'étais un petit peu dans une impasse. Je ne trouvais pas une histoire qui m'intéressait beaucoup. Et on est tous convaincus de connaître les gens qui nous entourent, les gens qu'on côtoie tous les jours, la famille et les amis. Par exemple, je ne connais pas très bien, il dit, ni ma sœur, ni mes amis, je ne les connais pas en profondeur. Et donc l'idée est venue de leur poser des questions. Comment tu te trouves en Italie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux de la vie? Et à partir de ces questions-là et de leurs réponses, j'ai commencé à construire mon histoire. Des histoires de personnes qui ne sont pas souvent racontées, en fait. On me pose toujours la question si le roman est autobiographique. Il l'est, mais il est à 50%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de mon histoire, mais le reste vient aussi des histoires que j'ai entendues par les autres. Et pourquoi j'ai décidé d'écrire à la première personne? Parce que je ne sais pas écrire autrement. Je suis autodidacte, je suis encore en formation, je dois encore apprendre à écrire, et donc c'est la manière la plus directe et la plus évidente pour moi. Okay. Mio fratello. I want to sit here and say I wrote in first person to give voice to us.
who are often unheard. But that wasn't it. The voice came to me. This was the third book that I wrote. The first two, no agent, no book deal, nothing. I was learning how to be a writer because, like my friend here, I'm also self-made. I don't have a master's in writing or anything like that. I had to teach myself from the beginning. No connections in the industry whatsoever. Those first books didn't work out. And I said, okay, now forget it. I'm going to write the book that I want in the way that I want for the people I want it to resonate with. And I write during the day, but this book came to me at night. January 8th, 2018. The voice, it sounds very like religious, like God, Jesus. The voice of Buck came to me, and I wrote the author's note. If you've read the author's note, then you know it's very direct, it's to the point. It's largely unchanged from when I began writing to when we actually published it. But the voice came to me. It flowed out of me. And it was intense. It was direct. It was somewhat a little offensive. And I said, I think that this is the best voice to tell this story. The last thing I'll say is that I wanted the book to double as a sales manual. If you've ever read a self-help book, you know it's very direct, to the point, giving you lessons. So I felt that this voice would be most captivating and engaging for this. Donc il aimerait bien, enfin je vais parler à jeu pour... Ce matin j'ai fait une petite... parce que j'ai parlé de ma femme, alors qu'en fait c'était la femme de l'auteur. Donc tout ce que je vais dire maintenant au nom de jeu, ça ne me regarde pas, ça ne m'engage pas. Donc je voudrais bien être assis ici, vous dire que je parle au nom de jeu, pour parler au nom de mon peuple, pour dire que au nom de tous les Noirs, je dis des choses... C'est très compliqué. Et donc non, c'est pas pour ça. C'est pas la raison pour laquelle j'ai parlé à je, à la première personne du singulier dans ce roman. C'est la voix qui est venue à moi, véritablement. Et c'est quasiment mystique. C'est quasiment une parole divine qui, en 2018, exact date. Le 8 janvier 2018, il y a une voix nocturne qui m'a dit. Et c'était la voix de Buck, en fait, du personnage principal, qui m'a dit, voilà, il faut que tu dises ça, il faut que tu parles comme ça. Et c'était une voix, c'était intense, c'était direct, ça m'a sauté dessus, ça a volé en moi comme ça. Et je me suis dit, ça, c'est la meilleure voix pour raconter cette histoire. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais écrit 2 romans qui n'avaient pas marché, je n'avais aucune connexion avec le monde de l'édition, je n'avais pas d'agent, je n'avais pas d'éditeur, ça ne marchait pas. Et donc, je me suis dit, il faut que tu changes quelque chose et que tu écrives le bouquin que tu as envie d'écrire avec la voix qui soit la plus proche de toi et pour les gens, pour entrer en résonance avec les gens que tu as envie de toucher. Et donc je suis reparti en fait à la première personne parce que c'était la voix qu'il me fallait et c'était aussi quelque chose qui m'a rappelé un peu les bouquins de comment on dit self-help, je sais pas, enfin vous savez, d'auto-développement personnel, etc. Ce sont en général des voix très directes comme ça, très sans filtre, et je pensais que c'était le bon ton à avoir. Si vous lisez la note de l'auteur, tout est expliqué là-dedans, et c'est ça qu'il vous faut vraiment lire pour comprendre d'où vient cette voix-là. Et du coup, ce que vous dites m'amène à une question d'ordre assez général, mais si vous n'avez pas forcément baigné là-dedans, si vous êtes tous les deux des grands autodidactes, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture ? Io non volevo più essere povero. Cioè, nel senso, ero veramente... Io ho avuto un passato molto difficile, i miei genitori... Era un periodo in cui avevamo perso entrambi il lavoro. Poi in Italia c'è una legge molto strana, la Bossi-Fini, dove se tu perdi il lavoro hai 1 anno, poi perdi i documenti, se sei straniero. E quindi ho iniziato a pensare, a guardarmi attorno e dirmi qual è l'unica cosa che so fare. E ho iniziato ad imparare a usare Google. Google è stato il mio professore nella vita e continua ad esserlo. Nel senso che io andavo là e facevo delle domande come la si fa a un genitore. Quindi io ho un libro, lo voglio pubblicare, cosa devo fare? Oppure nessuno mi pubblica, cosa posso fare? E da lì ho iniziato a ricevere tantissime risposte, come puoi autopubblicarti,
puoi utilizzare questi programmi per scrivere, puoi fare questo, puoi fare quest'altro. Io ho pubblicato il mio primo romanzo il 6 giugno del 2014, da solo, senza nessun contratto, senza nessuno, e dopo 2 mesi Mondadori mi ha chiamato e il libro ha venduto tante copie in Italia. Quindi ho iniziato a scrivere perché ero stanco di vivere nella condizione in cui stavo. E oggi invece scrivo perché non so esprimermi in maniera cioè non ho altri strumenti per esprimermi. Io sono una persona che si tiene tutto dentro e poi dopo un po' dice. Quindi la scrittura è anche un modo per fare delle fotografie. Non so se, sai, scrivi, dopo un po' leggi e ti dici, ah cavolo, io in quel momento stavo così, no? Ecco, per me scrivere è una fotografia oggi. Però all'inizio era semplicemente perché ero stanco di avere fame. Alors, c'est tout simple. J'ai commencé parce que je ne voulais plus être pauvre. Je me retrouvais dans une situation très difficile. Mes parents avaient perdu le travail. En Italie, il y a une loi, la loi Bossi-Fini, qui dit que pour les étrangers, une fois qu'ils ont perdu le travail, 1 an après, ils perdent aussi leurs documents. Donc, j'ai commencé avec Google. Google a été mon professeur, et il continue de l'être, mon prof de vie, en fait. Je posais des questions, tout simplement. Comment je fais pour écrire un livre? Comment je fais pour publier un livre? Qu'est-ce que c'est que l'auto-édition? Et donc, on m'a commencé effectivement à répondre. Ils ont commencé à me répondre en disant, oui, tu peux éditer toi-même ton livre, tu as aussi des programmes pour commencer à écrire. Et j'ai écrit tout seul le 6 juin 2014, mon premier livre tout seul, je l'ai auto-édité. Et 2 mois après, la maison d'édition Mondadori est venue à moi et elle m'a publié le livre et à partir de là, il a vendu énormément de copies en Italie. Donc au début, c'était parce que j'étais vraiment fatiguée de ma condition et c'était aussi, l'écriture me correspond assez parce que c'est ma seule manière de pouvoir vraiment m'exprimer. Je suis quelqu'un qui garde tout en lui-même et en fait, une fois que je suis prêt à en parler, c'est l'écriture qui va m'aider à m'exprimer et donc je considère l'écriture un peu comme une photographie. Voilà, parce que ça me permet de photographier ce que j'ai à dire. Wow, for me, it's very similar in that I wasn't enjoying my own condition, but it was a different condition. I was 24. I was managing 30 people at a tech startup. I was making more money than I ever had before, probably more money than my parents, but I wasn't enjoying myself anymore. I was lost, and I began to wake up. And when I woke up, I said, I don't like this. My mission is no longer in line with the company. Let me figure out a way to get back to the better parts of myself. When I was a kid, I liked to write, so I began to write. First, nonfiction, essays, articles about startups and sales. And then I said, you know, I've always liked fiction. Let me try to write a novel. And that, I said that to myself just because of like male bravado, you know, arrogance, like working in sales startups. Why don't I write a novel? I wrote it and it felt good. I felt free. I felt in control of many things that I wasn't in control of at that time. That first book didn't go anywhere. No agent, no book deal. I had agents look at it, but no offer. I rewrote it after learning about a book called Plot and Structure, because one agent told me, she said, Matteo, you have a voice, but you need to work on plot and structure. So like my friend, I went to Google and I typed in plot and structure. And the first book that came up was called Plot and Structure on Amazon. I bought it, and then I began teaching myself how to write with that book. I rewrote my first book. The second book didn't get me an agent or a book deal. Then I said, man, what's going on? Ma che cazzo? I was like, what's going on? And it was then that I decided to write this book about things that were right in front of me. La race, right? Le pouvoir. Things like that, and sales. And that's what started with Black Buck. That's how I began it. Désolé. Alors, c'est marrant parce que l'expérience est à peu près similaire, même si elle est très différente. J'étais aussi dans une... Je n'aimais pas ma condition, la condition dans laquelle j'étais. J'avais 24 ans, j'avais 30 employés dans une start-up. Je me faisais du fric comme jamais je m'en suis fait avant, et bien plus que mes parents. Mais je ne m'amusais plus, je ne me retrouvais plus dans cette ligne, je ne retrouvais plus mes valeurs. Et je me suis dit, bon, il faut que tu te réveilles, il faut que tu reconnectes avec toi-même.
Et voilà, j'écrivais, petit, j'écrivais déjà, j'aimais la fiction, je me suis dit, en me lançant une espèce de défi très, très macho, male, bravado, hein, c'est-à-dire la bravade du mâle, qui dit, oh, bah, je vais écrire un bouquin, je vais écrire un bouquin, vas-y, écris un bouquin. Et je l'ai écrit. Et en l'écrivant, je me suis vraiment senti libre, en contrôle, comme j'avais plus le sentiment d'être en contrôle des choses. Mais ce premier bouquin est allé nulle part. Il a eu aucun écho, j'ai pas trouvé d'éditeur, j'ai pas trouvé d'agent. Et je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais le réécrire, mais on m'avait alerté sur l'idée, et notamment un agent qui s'était penché sur mon roman, m'avait alerté sur la nécessité de travailler le plot, la trame et la structure. Et donc, j'ai fait un peu comme mon collègue. Je suis allé sur Google, j'ai tapé Plot and Structure et je suis tombé sur un bouquin que j'ai acheté sur Amazon. Alors, dans une librairie en France, il ne faut pas trop dire ça, hein, normalement. Mais bon. Mais là, je sors de mes prérogatives, hein, je suis désolé. Et je l'ai lu, je l'ai acheté, et j'ai réécrit ce deuxième bouquin, qui est allé nulle part non plus, qui n'a aucun débouché non plus. Et puis, j'ai commencé à I didn't get la race. J'ai commencé à m'intéresser à ces bouquins sur la race, sur le pouvoir et les ventes, etc. Et donc, à partir de là, j'ai commencé les ventes, pardon. Ouais. Comment vendre aussi. Et donc, j'en suis arrivé à m'intéresser à ce qui a fait Buck, en fait. Le problème de race, de la vente, etc. Et le bouquin est arrivé comme ça. Third book, then. C'est son troisième, donc. Mais le premier publié, c'est ça? Oui, c'est ça. Troisième écrit et first published. Alors, évidemment, c'est l'intitulé de la rencontre, mais effectivement, de manière évidente, l'un des plus gros points communs dans vos deux ouvrages, c'est qu'ils parlent tous les deux de la condition noire. Dans votre livre, Antonio Di Chele Di Stefano, vous dites une phrase qui est, je crois, il manque de photographes noirs pour faire le portrait des hommes noirs. Est-ce que pour vous, écrire pour vous deux, est-ce qu'écrire ce livre avait aussi une vraie fonction sociale que peut avoir la littérature? Et est-ce que c'était évident dès le début? Ah, sai, io mi sono sempre chiesto come si cambiano le cose, no? Ma io vorrei veramente che cambiassero. E quando ho iniziato a lavorare a questo libro, prima ti parlavo di diversità, la mia intenzione era quella di far sì che le persone che, sai, la persona che decideva di iniziarlo e poi finirlo, quando saliva sull'autobus, quando saliva sulla metro, ogni volta che incrociava un ragazzo nero, potesse pensare, ah, cavolo, lui potrebbe essere il ragazzo del romanzo. Ora, in Italia io questa cosa la racconto sempre per spiegare quanto è semplice cambiare le cose, comunicare. In Italia mi capita questa cosa sempre. Io faccio un esempio, vado in discoteca, incontro una ragazza, lei mi parla e mi chiede come mi chiamo e io le dico che mi chiamo Antonio. In quel momento nella sua testa scatta una cosa: esistono degli Antonio Nero in Italia. Poi mi chiede che cosa fai nella vita e gli dico faccio lo scrittore. E scatta una seconda cosa: esistono degli Antonio Nero in Italia che fanno gli scrittori. Questa cosa è molto importante perché comunicare serve a scardinare una serie di cose. Quindi quella ragazza il giorno dopo, quando camminerà per strada e incontrerà un altro ragazzo nero, dirà: potrebbe essere un Antonio Nero scrittore in Italia. Quindi questo libro per me ha questa funzione, far sì che le persone che finiscono di leggerlo possano pensare il giorno dopo sulla metro, sull'autobus o in giro: cavolo, quello potrebbe essere il ragazzo che... Quindi questo è l'unico mezzo che ho per poter cambiare le cose. Alors en fait, comment changer les choses? C'est ça qui me préoccupait. Essayer de changer les choses, et je voudrais vraiment que les choses changent. Et donc ce livre a comme intention celui d'une certaine manière de faire changer le point de vue.
d'imaginer qu'une personne qui a lu mon livre, quand il est dans le métro, dans le bus, et qu'il le rencontre, qu'il rencontre n'importe quelle personne black, ils disent « Ah ben oui, mais c'est peut-être lui qui a écrit tel livre ». Il raconte toujours une anecdote. Quand il va en discothèque, par exemple, en boîte, et rencontre une fille, elle lui demande « Comment tu t'appelles ?» Et il lui dit « Je m'appelle Antonio ». « Ah !» Elle dit « Ah, alors il existe des Antonio Black ». Et alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis écrivain. Ah ben tiens, alors il existe des écrivains Antonio Black. Et donc c'est quelque chose, ce n'est pas si anecdotique que ça en fait en Italie. C'est très important parce que c'est une manière de changer l'impression des gens, de changer leur point de vue. Et donc peut-être qu'un jour, ces mêmes gens vont rencontrer d'autres Blacks et ils vont se dire, ah ben tiens, mais peut-être c'est un Antonio noir, écrivain en Italie. Et c'est peut-être les gens qui vont lire mon livre vont petit à petit changer les a priori qu'ils ont sur les personnes black en Italie. Et c'est pour lui, enfin pour moi, il disait, la seule manière, ce livre pour moi est la seule manière de changer les choses. The question's also for me? Yeah. Okay, yeah. Without a doubt, there is a message here and a purpose and a mission, but what someone takes away after reading is on you. It's not my job to tell you how to feel or what to think or what to do. I can only present these situations that feel real for people like us. You know, Antonio and I were speaking last night. We have many of the same experiences despite being 3,000, 4,000, 5,000, however many miles away. You know, Americans aren't good with geography. But yeah, so we have these similarities. For me, with this book, I was hoping that everyone would read it, of course. But to be honest and sit here, I was thinking of people like us who have been in these scenarios as the only person. And sometimes it's the only black person, sometimes it's the only woman, right? And on an executive team, sometimes it's the only queer person, whatever. I wanted them to know that they're not crazy, they're not paranoid, and that they're not too sensitive when they say, something's wrong here in this place. I wanted to empower them, to show them this book that is in many ways a cautionary tale and say, this is what happens when you lose yourself. This is what happens when you sacrifice the best parts of yourself to attain a dream or a definition of success that someone else tells you that you need to attain. So this book, that is the purpose, to help these people feel seen. And if other people like you read it, and then you can understand a little bit more about someone like this character or us, then that's extra, and that's great, and I welcome that too. But everything I write needs to have a message, but earlier my editor and I were coming up with an idea for $1 million book, so we'll see if we'll write that. She said, shh. Yeah. I didn't get it. I said that earlier, my editor and I were talking about it. Donc sans aucun doute, il y a un message, il y a un but, il y a une mission à ce roman, mais c'est à vous de vous faire votre opinion. Moi, je ne suis pas là pour délivrer le message, c'est à vous de le déduire. Et moi, je ne suis là que pour présenter les faits, les choses, comment ça se passe. Et c'est marrant parce que la discussion qu'ils ont eue tous les deux, préalablement, a montré beaucoup de similitudes entre les deux situations, malgré les milliers de kilomètres qui les séparent. Et il a fait une petite allusion au manque de connaissances en géographie des Américains, parce que du coup, il ne sait pas trop à combien de kilomètres il est, si c'est à l'ouest, à l'est. Donc, mais non, mais c'est lui, je ne fais que traduire ses propos. You did. Et donc, ce qu'il présente, c'est ce que ça fait d'être, quand on est une personne, que ce soit le seul noir dans une équipe, ou le seul homo, ou la seule homosexuelle, ou la seule femme dans une équipe. Voilà ce que ça. L'idée, c'est de montrer que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et ben vous n'êtes pas nécessairement fou ou paranoïaque ou folle. Vous avez peut-être raison. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et ce bouquin a aussi l'envie, enfin le but de leur rendre
rendre pouvoir à ces gens-là qui se sentent un peu esselés dans leurs sensations ou à qui on fait sentir qu'ils ont tort de se sentir seuls alors qu'on les fait se sentir seuls. Et il voulait aussi dire à travers ce bouquin que c'est ce qui arrive quand on se sacrifie ce qu'on est soi-même pour arriver à obtenir des résultats ou un but ou un achievement, une réalisation de soi en suivant des valeurs qui ne sont pas celles qui sont les vôtres au départ. Et donc, voilà. Après oui, il y avait la blague avec apparemment sa maison d'édition qui est là. On parlait d'un bouquin qui ferait des millions de ventes. Et il dit, on n'en est pas encore là, mais c'est tout ce qu'on leur souhaite. J'ai relevé une autre citation dans le livre d'Antonio et qui me paraît intéressante de discuter entre vous deux parce que je ne sais pas si on ne le vit de la même manière quand on est d'origine africaine en Europe ou quand on est d'origine africaine aux États-Unis. Donc la citation, les Africains défendent une identité qui ne leur appartient pas. L'histoire m'a appris que si je suis d'origine angolaise, c'est parce que les Européens l'ont voulu. Ce qui, selon mon interprétation, signifie que les Européens, en fait, à travers la colonisation, ont décidé eux-mêmes des frontières et des contours actuels de l'Afrique et ont voulu eux-mêmes, en fait, donner une identité aux Africains. Est-ce que vous pensez que ça résoudrait beaucoup de problèmes d'identité, justement, pour les populations d'origine africaine, de revenir à ce qui était l'Afrique avant la colonisation? È una domanda difficile. Ma io sono stato per la prima volta in Angola l'anno scorso. Non potevo andare perché avevo dei problemi con dei documenti, quindi non potevo andare. Sono stato in Angola la prima volta l'anno scorso. Io penso che è molto difficile definire la propria identità, soprattutto se hai una storia complessa come quella che ha ogni ragazzo che ha origini africane, perché c'è una storia molto complessa che spesso viene semplificata. Viene semplificata perché non c'è mai stato raccontato cosa c'era prima di tutto ciò, no? E nell'immaginario comune la sensazione che hanno le persone è che prima non ci sia stato nulla, oppure che le persone abitavano sopra gli alberi. Io credo che sia molto importante conoscere la propria storia perché ti aiuta a capire molte cose di te. Io sono circondato da ragazzi neri, amici che hanno delle forti crisi di identità. Ci sono molti ragazzi che hanno imparato ad essere neri adesso, ma poi cosa vuol dire essere neri? Però che hanno iniziato ad apprezzare il fatto di essere neri adesso perché magari sui social e per il mondo è una cosa un po' più cool, quando magari prima invece facevano fatica. E invece ho degli amici che sono convinti che essere neri significhi determinate cose e per me anche in maniera sbagliata. Quindi c'è una forte crisi di identità. Ma per me c'è perché prima di tutto non se ne parla. Io ho avuto la fortuna però in famiglia di avere un padre che mi ha sempre raccontato e parlato Io conosco il Lingala, che è una lingua che si parla in Congo perché mio padre è cresciuto lì, quindi conosco una lingua africana perché lui me l'ha voluta insegnare. Conosco da dove è venuto lui e quali sono le sue origini tribali, quindi penso che sia molto importante. Poi io penso che l'identità è una cosa che si scopre vivendo. Io se in questo momento dicessi io sono questo, non sarebbe sbagliato perché domani sarei già diverso, quindi è molto difficile definire la propria identità. Però per me è molto importante sapere da dove si arriva e quali sono le proprie origini, perché è un punto di partenza. Però è una domanda molto difficile. C'est une question difficile, finalement. En fait, il dit qu'il est allé pour la première fois en Angola, l'origine en fait de sa famille, l'année dernière, en 2019. Avant, il ne pouvait pas pour des problèmes de papier, de documents. Et il est très difficile en fait de parler d'identité. Derrière l'identité aussi des Noirs en Italie, il y a des histoires très complexes, des histoires familiales, des histoires de société qui sont souvent simplifiées pour aller très vite. Surtout, souvent, on ne nous raconte pas ce qui s'est passé avant.
On a l'impression qu'il y avait, avant la colonisation, il y avait peut-être le néant, ou alors les gens vivaient tout simplement dans les arbres. Mes amis, moi je suis entourée, il dit, d'amis d'origine africaine, et je perçois une forte crise d'identité auprès de mes amis. C'est maintenant peut-être qu'ils commencent à considérer le fait d'être noir comme quelque chose de cool. Avant, c'était fatigant, c'était difficile. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec le partage des expériences, ça commence peut-être à être dédouané, cette condition. Mais pour d'autres amis, le problème de l'identité noire continue à être un problème parce qu'ils sont encore eux-mêmes enfermés dans des a priori. Le grand problème, c'est qu'on n'en parle pas. Moi, il dit, j'ai eu la grande chance d'avoir un père qui me parlait souvent de ses origines, de son histoire, de ses origines tribales. Il lui a d'ailleurs appris le lingala, qui est une langue qui est parlée au Congo. Et en plus, parler de l'identité personnelle est très difficile parce que l'identité, peut-être, elle se découvre en vivant, tout simplement. Je peux dire, là, aujourd'hui, je suis comme ça, c'est mon identité. Et puis demain, ce sera déjà autre chose et ce sera différent. Mais la chose la plus importante, le point de repère essentiel, c'est de savoir d'où on vient. No, it's all for you. Oh, I don't know about redrawing the lines of America. Yeah, for me, in terms of identity, yeah, in the States, we know it's a bit different, right? We had millions and millions of enslaved people on our land, and in the 60s, there was an awakening, Civil Rights Act, Martin Luther King, all of these things where we moved from being Negroes or colored to black power, right? And that identity connected us to everyone else from the diaspora. And I benefit from that. My mother's from Jamaica. My people don't originate from enslaved people in the States. They were enslaved in Jamaica. And then my father, he's from Iran, is totally different. But the thing about blackness in the States, which is different than Italy and places in Europe where there are, like the UK, right? Someone's Nigerian, someone's Jamaican, is we have this collective for a variety of reasons. A collective because that's what the enslavers did with the one-drop rule, but also because we realize that we are stronger together in numbers. So it doesn't matter if someone's Jamaican. It doesn't matter if someone's, métis, but they look black, right? It doesn't matter if someone comes from anywhere, Cameroon or the Congo or Angola. We're all connected as black people. The hard part or the difficult part is that there's this big distance between where we originally come from. There feels for many people, and it's hard to speak for everyone, right? But people I know, they look at Africans as those are Africans, you know? And it's even sometimes a derogatory word that people will call each other. Oh, you're black as an African. You're real dark or this, that, and the other, as though that's not where we originate from. So for me, there is this sadness and trauma in that I don't know where I'm from. I don't know where my mother comes from, you know? She took a DNA test and it said that we were from Sierra Leone. But that's weird. I don't know if it's true. Like, you know, I got to go there. Maybe I'll see someone who looks like my mom. But you know what I'm saying? There's this sadness for some people if you think about it. And if you really picture what happened. When I picture what happened, it makes me go crazy almost, saying that one of my ancestors was stolen or sold by someone else. They were put on a boat with hundreds of other people, covered in feces and all of these things. They were brought to Jamaica, and they were forced to work there in the hot sun with sugar cane. I've been to Jamaica. I've tried cutting cane. It cuts your hands, you know? And there are no seasons in Jamaica. So they're working nonstop. And then they were free, and then they moved to the place where they began the free settlement where I've been growing up. I've been to Jamaica. I've seen that. But there's so much that's lost. There's such a connection that's lost. But I completely agree about your identity. You have to forge your own identity. You can't have people tell you who you are. But you also have to be open to change and learning and then passing on what you learn while not passing judgment because it's different for everyone. The last thing I'll say is that
Many people have internalized racism or colonization, where they say there are no problems, there can't be any problems. It has to just be a pure meritocracy. When I believe, and I try to say this without too much judgment, they're so lost because they're not seeing the invisible controls and the invisible parts of the system that were created to sever you from who you were and any of that identity. So it's complex, it's tough, and it's difficult, but it's beautiful when you can have a conversation with someone who understands. You feel like you found a brother, a sibling. I know you said you're from Angola, so we're probably not related, but yeah. Sorry, that's a lot. You'll try. Oui, donc il ne va pas redessiner les lignes des États-Unis, mais c'est un peu différent aux États-Unis. Parce que d'abord, les Noirs qu'il y a aux États-Unis sont des descendants de millions d'esclaves qui étaient sur ce sol. Donc ça fait une grosse différence. Dans les années 60, il y a eu une prise de conscience, et évidemment le mouvement des droits civiques, le Black Power, etc. On est devenu de négros ou nègres, on est devenu des Noirs. Ça c'était les années 60. Alors évidemment, il y a aussi un phénomène de diaspora. Par exemple, sa mère vient de Jamaïque, mais et ça il le sait. Mais lui, il n'a pas le sentiment non plus d'être descendant de quelqu'un qui était esclave sur... donc c'est ça qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas tous parler d'une même voix, et il ne veut pas parler au nom des autres, parce que lui, par exemple, donc sa mère venait de Jamaïque, et il sait que quand il est aux États-Unis, il n'est pas le descendant d'un esclave américain. Ça fait aussi une différence. Et il voit bien que le fait d'être noir en Italie ou en Grande-Bretagne est différent de ce que c'est que d'être noir aux États-Unis, parce que aux États-Unis, grâce, entre guillemets, c'est-à-dire grâce aux esclavagistes, ils ont une conscience collective. Et ils ont la conscience d'être plus forts quand ils sont unis. Et donc, eux s'intéressent moins à savoir d'où ils viennent, de quel pays exactement, Angola ou ceci ou cela. Non, eux, ils sont noirs aux États-Unis. Et ça fait une espèce de communauté qui est différente aussi de ce qu'on peut peut-être ressentir ailleurs en Europe, par exemple. Après, il pointe aussi un phénomène qui est que les Noirs aux États-Unis ont tendance parfois à utiliser une espèce de condescendance vis-à-vis des Noirs d'Afrique, en disant eux, ce sont des Africains. Et d'ailleurs, il y a des expressions qui disent t'es noir comme un Africain. Il y a cette espèce de condescendance vis-à-vis de. Et ça, c'est ça. Ça reflète une immense tristesse chez les Noirs aux États-Unis de ne pas savoir d'où ils viennent. Exactement. C'est-à-dire que lui, il sait que sa mère venant de Jamaïque, il a un arrière-grand-père qui a été enlevé, qui a été volé, qui a été revendu, qui a été transporté au milieu des excréments sur un bateau et qui a débarqué en Jamaïque où on lui a obligé à couper de la canne à sucre en plein soleil, alors qu'on sait qu'il n'y a pas de saison en Jamaïque, donc c'était toute l'année et c'est vraiment une vie très très dure et ça rend très triste de connaître, quand on visualise cette histoire-là, quand on se la projette, ça fait mal. Donc il cite exactement aussi l'exemple de sa mère qui s'est fait faire un test ADN qui a retracé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, mais en tout cas, elle viendrait de Sierra Leone. Donc ça permet de... Voilà, mais il y a cette envie de savoir d'où on vient exactement. Après, il est revenu sur l'idée d'identité que l'on doit effectivement, comme vous le disiez, se forger soi-même. Il faut laisser personne vous dicter ce que vous devez être. Ça, c'est quand on est noir aux États-Unis, c'est ça aussi. Mais il faut également éviter de juger les autres, parce qu'on ne peut pas parler à la place des autres. Il faut ne s'occuper que de sa propre identité. Et après, j'avoue avoir un peu perdu le fil sur l'internalisation. It's the last part that I didn't get. About internalizing the invisible. Yeah, you internalize the colonialism, the racism, where you might not see what's even happening. Ouais, donc c'est ça. You must, or you mustn't, or you don't want to, or you have to. Anyway. It's been taught out of you. Yeah, you've been trained to not see it. Ouais, donc il dit quand on est noir aux États-Unis, on a appris, on nous a
de force faire entrer l'idée qu'il faut internaliser ce que nous sommes et on a rendu invisible ce que nous sommes, c'est-à-dire le fruit de cette violence esclavagiste. Et quand on rencontre quelqu'un qui vient de l'Angola et qu'il comprend ce qu'on veut dire, on a l'impression d'avoir rencontré un frère. D'où la discussion qu'ils ont eue hier soir, etc. Pour terminer, une dernière question. Le temps passe vite, après on vous laissera la parole. Il y a pour moi un personnage dans vos 2 romans qui est aussi important que les autres. C'est le quartier dont les personnages viennent et dans lequel ils vivent, qui est pour les 2, que ce soit donc en Italie ou aux États-Unis, un quartier populaire, voilà, avec des habitants pour beaucoup voilà, très divers et variés, qui sont tous justement des personnages très importants, secondaires de vos romans. Quel regard vous portez justement sur ce quartier d'où viennent vos personnages et peut-être dans lesquels vous avez vous-même vécu? Allora, il problema di questi quartieri, di questi posti, è che hanno un'influenza talmente importante nella tua vita che determinano anche quello che è il tuo futuro, no? Ma lo determinano le persone che fanno parte che vivono dentro questo spazio. Ti faccio un esempio. Io ho sempre scritto nella mia vita, ma dentro quel quartiere nessuno mai mi ha detto che avrei potuto scrivere. Mi hanno sempre detto vai a lavorare, mi hanno sempre detto fai questo, fai quest'altro, ma perché? Perché quello era l'immaginario di chi vive in quel quartiere, no? Ecco, per me la cosa che io voglio, cioè che spero che accada e che cerco di trasmettere ai miei nipoti è che siamo in grado di fare, che se vogliamo possiamo fare qualsiasi cosa, no? E che il nostro obiettivo deve essere quello di rompere il cerchio, no? Di creare un nuovo cerchio. Quindi per me questi posti rappresentano questo. Poi sì, sono un posto che mi manca quando sono lontano, ma quando torno mi ricordo perché non ci voglio più tornare. E sono anche la forza che mi porta a scrivere, fare, eccetera, eccetera. Quindi sono anche un motore per me. Però io credo che sia molto importante rompere quel cerchio. Sì. Alors le problème de ces quartiers, c'est qu'ils ont une très forte influence sur les personnes qui vivent et finissent par déterminer l'avenir de ces personnes-là. Un exemple, il a toujours écrit, mais dans ce quartier-là, personne ne lui a jamais dit, ben vas-y, écris comme métier. On lui disait, mais va travailler, fais ce métier, parce que dans leur imaginaire, écrire, ce n'était pas le métier qui était pour les gens de ce quartier-là. Donc, en revanche, il faut qu'on se rende compte que, quelle que soit notre condition, nous sommes en mesure de tout faire. Il suffit, même si c'est un projet difficile, de casser le cercle. On pourrait dire le cercle vicieux, mais casser le cercle et créer un autre cercle. Quand il est loin de son quartier, ce quartier lui manque. Mais quand il va à nouveau dans ce quartier, eh bien, il se souvient très bien pourquoi il ne veut plus y vivre. Mais de toute manière, que ce soit la nostalgie ou que ce soit la constatation en fait qu'il ne peut pas évoluer là-dedans, ce quartier-là reste un moteur pour lui, pour évoluer et pour écrire. In my book, the neighborhood is also a character. It's living, breathing, moving. You can smell smells there. You hear certain things that are very specific to this place. I did live in this neighborhood when I began working at the technology company that I told you about. I didn't initially grow up there. So it was important for me when writing this book to capture the neighborhood that I knew because I wanted it to feel authentic. It would feel fake if I tried recreating it when I didn't live there when I was younger. I probably could have done it, but it was important for me to write about the neighborhood that I lived in when I was there, about the men on the corner, about the different stores,
a variety of different things, the sounds that you hear. And it was important for the neighborhood to feel like a character because my character, Darren, or Buck, he goes a handful of kilometers away, only on one bridge to Manhattan, and it's a totally different world. Most of the book takes place either on Four Corners in his home neighborhood of Brooklyn or in an office building. And they are two completely different characters in and of themselves. So it was important for them to have power, for it not to just be a place that you move through, but a place that moves through you as well. And you get to see the contrast of who he is in one place to another. One place is home, one place is a foreign country, basically. And we better can highlight the changes that take place within him. I actually don't live too far from where the book takes place right now, but I like that. It makes me feel connected still to the people in the area. It makes me feel very connected to the book, but I don't know if I'll live there forever. You know, people move, people change, people grow. Oui, le quartier est un personnage à part entière. Dans le roman, il respire, il sent, il a des odeurs, il y a des bruits, il y a ce type au coin de la rue, de façon très très affirmée. Oui, le quartier est une personne. C'est un quartier. J'aurais pas pu recréer un quartier comme celui-là. Il fallait que je parle du quartier dans lequel j'ai grandi, j'ai vécu, parce qu'il y avait un souci d'authenticité. Je pense que j'aurais pas pu faire autrement que de faire ça, de choisir ce quartier que je connaissais. Maintenant, Buck, lui, vit dans. Ça se passe à Four Corners, à Brooklyn. Il vit à Brooklyn, mais en gros, le roman l'amène là, dans un bâtiment de bureau, dans un immeuble de bureau. Et en gros, c'est ça, c'est tout. Hein. Mais il suffit qu'il traverse un pont et il est à Manhattan, quelques centaines de mètres, quoi. Et c'est deux mondes complètement différents. Et ce qui est intéressant, c'est pas tellement de voir comment Buck évolue à l'intérieur des quartiers, des différents quartiers, mais comment les quartiers évoluent en lui. Qu'est-ce qu'ils font de lui une personne différente selon qu'il est à tel endroit ou à tel endroit, qu'il est à Manhattan ou à Brooklyn. Ça change la personne qu'il est. You still live there? Not far. Ouais, il habite pas très loin aujourd'hui du quartier qu'il décrit, de Brooklyn, etc. Et pour lui, c'est un moyen de rester connecté avec le quartier. Bon, maintenant, il ne sait pas s'il vivra toujours là, parce que les gens changent, la vie change, et donc on ne sait pas comment on grandit et où on grandit après. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je vais donner le micro parce que les rencontres sont enregistrées. C'est une question adressée à Matteo. J'ai adoré le livre. Merci. Dès la deuxième ou troisième page, je crois, Matteo invite le lecteur non noir à s'imaginer être noir. Or, je peux ressentir une immense empathie, sympathy même au sens anglais, un grand sentiment de fraternité envers le fait d'être noir, mais je ne peux pas plus m'imaginer être noir que je ne puis m'imaginer être femme ou homosexuel ou ukrainien. C'est-à-dire donc, même si j'ai adoré ce livre, il m'a manqué l'élément clé, le plus important pour... je ne sais pas si ma question fait sens. Pourquoi cette invitation à imaginer? Je ne peux pas m'imaginer ce qu'est être noir, par essence, pas plus qu'être femme. Yeah. This is a great question, and thank you for reading and what you said. It's sort of a funny question because I get a variety of responses to it. There have been people who said, Matteo, why did you invite non-black people to be black when we should sit in who we are and consume the book in this way? Then there have been people who have emailed me and says, well, Matteo, as an honorary black person, I feel as though I can say this. And it's like an older white woman. I'm like, nah. But for me, to be completely honest, it was like tongue-in-cheek. It was a little bit of a joke to say, I know white people, you have this book in your hands.
try to suspend reality, blah, 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 blah. But I will say completely, to be honest, it's interesting when some people say, I can't imagine being black, but they can imagine in America being an alien for Halloween or something like that, you know? Like that's what I found. There were times in the past when I would speak with women and I would say, I can't imagine what it's like to be you in this type of space. And then I found that was slightly offensive, right? Why can't I put myself in their position? I will never be a woman, of course. I will never carry a child, do any of those things that some women do, some women don't, right? Not everyone. But there's a certain level of empathy that I agree with you that happens when you can at least put yourself in the position of someone else, even if for a second. Just to imagine. We imagine things happening all the time that never actually happen, right? You might imagine a fight between you and your brother, your husband, or your wife, and then you're remembering it differently than someone else. We are constantly imagining. So it was somewhat of a joke, but it was also an invitation for just picture yourself as this person in this scenario. But what also happens, regardless of if you picture yourself as Darren or not, is people read this book and sometimes, not always, but sometimes they will say, who am I in this book? Am I the CEO? Am I the other salesperson? Am I his mother? Am I his girlfriend? Am I his best friend? And depending on the answer, some people will like that reflection and some people will not. But yeah, that was setting the tone in a humorous way and saying, I know you're reading this book. Ha ha ha. This is the last time I'm going to talk to you, but enjoy the rest. Yeah. Yes, thank you. Oui, c'est une question déterminante, c'est quasiment la question finale, quoi, qui a suscité beaucoup de réactions différentes de la part des gens, notamment des gens qui disaient, mais comment, des Noirs qui disaient, mais comment tu peux demander à des Blancs de se considérer comme Noirs, donc on est dans l'appropriation culturelle, des choses comme ça. Et lui a fait ça pour rigoler presque. C'était une blague, c'était une invitation à suspendre l'incrédulité et à rentrer dans de la fiction. Et il dit, on imagine bien une Amérique remplie d'aliens le jour d'Halloween, comme ça. Pourquoi est-ce qu'on irait... Et on passe notre vie à imaginer des choses, à imaginer une dispute avec quelqu'un. Donc pourquoi pas à essayer d'arriver à imaginer par empathie. Donc il partage ce mot avec toi, Yves, parce qu'on se connaît quand même, donc je vais pas faire semblant et te vous voyez. Et donc pourquoi ne pas arriver à se mettre dans la peau de quelqu'un juste le temps d'un roman. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a beaucoup de gens qui lisent le roman en se disant justement qui je suis dans ce roman. Est-ce que je suis Buck? Est-ce que je suis la mère? Est-ce que je suis le chef d'entreprise? Et selon leur lecture, leur réaction, ils ont telle ou telle réponse. Et les réponses leur plaisent plus ou moins. Mais bon, lui, à la base, c'était vraiment une espèce de galéjade, quoi, de clin d'œil au lecteur. Merci beaucoup. Vous avez pu entendre à l'instant une rencontre croisée avec Matteo Ascaripour, auteur de Buck et moi, paru aux éditions Bûcher-Chastel, et avec Antonio Di Chele Di Stefano, qui signe Invisible chez Liana Levy, enregistré à la librairie Ombre Blanche samedi 25 juin 2022, dans le cadre du Marathon des mots, réalisé et mis en onde par Radio Radio.